Des spectacles comme On n'est pas les enfants d'école, comme Pleurer pour rire. C'est toujours la même chose, c'est l'expression des émotions. C'est l'enfant qui n'est pas capable de travailler à l'école parce qu'il a peur de se tromper, il a peur d'avoir des mauvaises notes. Dans Pleurer pour rire, c'est tu vis des émotions, mais tu n'es pas capable de les exprimer. Et il y a aussi la découverte, quand on a fait Parasol, on est allé regarder dans les bidonvilles John Duras, les enfants. On a fait des ateliers avec eux. On essayait de voir comment on pourrait transposer ce qu'on a vu. Alors, puis là, c'est devenu Parasol. Et toi, le chemin, c'est quoi le fil rouge que tu vois quand tu regardes tout ton parcours? C'est des questions. Je suis une poseuse de questions. Je considère que je suis une poseuse de questions, mais je ne donne jamais de réponses. Je suis Monique Rieu. Je suis comédienne, metteur en scène, animatrice de médiation culturelle. J'ai cofondé le Théâtre de la Marmaille avec Daniel Meyer, France Bertil. Et voilà. Je suis née en 1942, le 11 mai, à Montréal, dans le quartier Villeray. Ma mère était infirmière. Quand elle a eu ses enfants, elle a continué à pratiquer un petit peu, surtout quand mon plus jeune frère a eu 9 ans. Elle a dit à mon père, moi aussi, je veux travailler. Elle a travaillé à l'extérieur, à l'hôpital Sainte-Justine. C'était son alma mater, c'est là qu'elle a étudié, à Sainte-Justine. Mon père était organisateur de la Société du bon parler français. C'était une société qui faisait la promotion du bon parler, de la langue française. Et ils allaient, par exemple, chez les Franco-Américains aux États-Unis, présenter des spectacles en français. Alors, des chanteuses et des chanteurs comme Claire Gagné, Léopold Simoneau, l'artiste violoniste Arthur Leblanc, qui est un originaire du Nouveau-Brunswick, acadien, venait chez nous jouer du violon. C'était magnifique. Et lui partait comme en tournée. Il a fait de la tournée, lui aussi, avec ces artistes-là. Mais mon père, qui s'occupait de langue française et du bon parler français, ne nous a jamais réprimandés de se tenir avec des amis qui ne parlaient pas bien. Moi, j'étais l'aînée, alors je m'occupais de mes petits frères. Après moi, j'avais 3 frères, alors je ne suis pas occupée. Je les amenais au terrain de jeu. Alors, je faisais des séances avec mes frères, des spectacles avec, évidemment, les personnages religieux qu'on connaissait, Jésus, la Vierge Marie, puis Saint-Joseph. Ça a commencé comme ça. Et quand j'avais 4 ans, j'ai suivi des cours de diction à Montréal et on m'a appris la fable de La Fontaine, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. J'ai dit ça, cette fable-là, à 4 ans, dans un spectacle de fin d'année. Et ce que je faisais, c'est que je disais ça, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, dans le quartier Villeray. Alors, on habitait au 2e ou au 3e étage. Alors, je récitais, je chantais sur le balcon pour les voisins, les voisines. Ça, je me souviens très, très bien. J'ai fait ça jusqu'à l'âge de 5 ans, jusqu'à ce que je déménage à Longueuil. J'avais beaucoup de plaisir à faire ça, oui. Et ça a été déterminant. Et comment tu passes ton temps, donc, à Longueuil quand tu es jeune? Oui, j'avais une cour, un garage. Et le garage faisait partie du décor. Je me rappelle d'avoir monté Blanche-Neige, j'avais 11 ans. Et une de mes voisines, qui est devenue une collaboratrice avec moi en France, France Mercil, elle était dans les petits nains de Blanche-Neige, alors, et avec ses sœurs et ses frères. Et quand on jouait Blanche-Neige, à un moment donné, le public était assis à une place, puis à un moment donné, on leur dit, ben non, on va changer de place. Le public, avec leurs chaises, changeait de place. Donc, ils avaient un point de vue différent du décor.
Alors, ils étaient au début face au garage avec la sorcière et ils changeaient de place pour être face au château. Quand j'ai fait ce genre de mise en scène-là au Demonde, en fait, à la Marmaille, je me suis rappelée de ce moment-là. Et très tôt, tu fondes ta propre école, le Studio Monique Rioux. La première année que j'ai commencé à enseigner, j'enseignais ce que j'avais appris. J'étudiais chez Mme Audet et chez Lucie de Vienne-Blanc. Alors, j'apprenais aux enfants à dire des poèmes. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est pas suffisant. Ces enfants-là, d'abord, les poèmes, je leur demandais de les dessiner. Ce qu'il y avait dans le poème, d'imaginer ce qui se passait dedans, puis de me faire des dessins de poèmes. Ensuite, je me suis dit, c'est bien beau, mais j'aimerais ça que les enfants soient capables de dire ce qu'ils ont en dedans d'eux, de s'exprimer. Avant de créer la Marmaille, j'étais pas vieille. Là. C'était peut-être 1 an avant d'entrer à l'école. J'avais amené mes élèves pour voir une exposition de Rodin, de sculpture et de dessin de Rodin. Et je leur avais dit, regardez bien, vous allez choisir une des sculptures ou un des dessins, vous allez devenir le personnage culte. C'était incroyable, c'était la première médiation culturelle. C'était à quelle époque, ça? Ça date, ça, du moment où je suis entrée à l'École nationale, où j'ai eu des professeurs comme Marcel Sabourin, Jean-Pierre Onfart. Et évidemment, j'ai suivi des cours d'improvisation avec eux. Et il y avait Suzanne Rivet aussi, qui est un excellent prof de mouvement. À l'école, Marcel Sabourin a décidé de faire venir le poète Gilles Hainaut pour regarder des improvisations et s'en inspirer pour écrire. Alors déjà, ça, je me suis dit, ça m'allumait. La télé arrive après l'École nationale. J'ai fait géographie scolaire. C'est un cours de géographie, mais à la télévision. C'était en 63, quelque chose comme ça. Alors, je faisais un élève, puis un professeur de géographie, et puis je posais des questions sur bon, la nature, l'érosion, etc. Les tremblements de terre, bon, etc. Alors, j'ai fait ça pendant 1 an. C'est pas mal Et après ça, ben, on m'a demandé de faire partie de Bidule de Tarmacadam. Et j'avais le rôle de Farinette. Alors, on faisait ça toutes les semaines pendant, mon Dieu, toutes les semaines de l'année, on a fait ça. C'était enregistré dans les écoles? Oui, dans les écoles, devant les enfants d'école. Et évidemment, c'est spécial, c'était devant le public, car c'est devant les enfants qui étaient sur des bancs en arrière de nous. Il y en avait un peu en avant. Mais on se trouvait à parler pour aussi les enfants qui étaient en arrière. Alors, c'était pas très le fun. Puis on jouait dans un gymnase, on était obligé de parler fort. J'aimais ça faire ça, j'avais une belle équipe, mais il y a des choses que j'aimais pas. C'était quand on disait aux enfants, n'est-ce pas que tel personnage a tort? Puis que tous les enfants en classe disaient oui. J'ai tellement détesté ça. C'est comme si tous les enfants étaient pareils, pensaient pareil, puis on pouvait leur faire dire ce qu'on voulait. Et arrive ensuite Expo 67. Ah, ça a été très, très important. Tout le côté sensoriel, c'était important. Qu'est-ce que tu veux dire sensoriel? Ben, tu rentrais dans un pavillon, et puis les odeurs. Et c'est incroyable. Tu avais l'impression de voyager. Moi, je n'avais jamais voyagé. Alors, c'était vraiment très, 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 très le fun. Très... Puis culturellement? Voir tous ces gens-là. En fait, il y avait aussi des spectacles. Il y avait des spectacles là. Non, c'était... Puis j'ai joué pendant l'expo. On m'a demandé de faire une lecture à un moment donné. Alors, non, c'était extraordinaire.
Puis à la fin des années 60, tu fondes une compagnie. Ben, moi, j'ai fait partie d'une gang avant la Marmaille qui s'est appelée le Théâtre du même nom, TMN, avec Jean-Claude Germain, Louisette Dussault, Nicole Leblanc, Yves Sauvageau, il y avait Jean-Luc Bastien et Gilles Renaud. Alors, on a créé un groupe et notre objectif, c'était de créer des situations qui deviendraient des spectacles. Et finalement, Jean-Claude Germain a écrit à partir de nos impros. Et on a monté comme ça, on a joué Si Aurore m'était comptée 2 fois, La mise à mort de la Miss des Miss, et puis toutes ces choses-là. C'est sûr que le théâtre conventionnel, le théâtre institutionnalisé, comme on disait à l'époque, ben, c'était plus assis. C'était du théâtre qui sortait pas des normes. Ce qu'on faisait au théâtre du même nom, ça sortait des normes. Il y avait un petit côté pervers ou un petit côté irrévérencieux. C'est ça, le bon terme. OK. Il y avait un petit côté irrévérencieux. Et vous travailliez à un rythme de fou, là. J'ai compté 8 spectacles en 3 ans. Bon, c'est peut-être. Moi, j'ai travaillé sur 2 ans. Oui, c'est un rythme. Hein? On a présenté ça à l'Escale. Tu sais, le bateau, l'Escale, là? On l'a présenté pendant un bout de temps là. J'étais très enceinte, je me rappelle. Et puis, on a présenté un peu partout dans le coin. Je me rappelle plus où, là, c'est trop loin. Suite à ça, j'en ai fait comme ça des créations collectives, de nombreuses créations collectives à travers les différents centres communautaires de Longueuil. Je pense qu'il y a eu 50 créations collectives. Toujours non-verbales. À Longueuil, au Wigwam. Wigwam, c'était un kiosque où les jeunes se retrouvaient et c'était considéré comme une petite boîte à chansons, un petit théâtre, le Wigwam. Avec les enfants que j'avais au Wigwam qui venaient me voir, ben ils ont créé une création collective. Ils ont fait une création collective. J'ai dit, votre création collective, c'est très bien, vous avez un show, mais vous allez le jouer devant des enfants à Noël, là, mais vous allez expliquer aux enfants dans la salle comment vous l'avez monté, comment vous l'avez créé, pour que d'autres enfants puissent le faire chez eux. La troupe l'a joué au Théâtre d'aujourd'hui, qui était sur la rue Papineau, hein, à l'endroit où ça s'appelle Stod. OK? Les enfants avaient fait ça devant d'autres enfants. Et après, ils expliquaient comment ils avaient fait leur création collective. Parle-moi des ateliers du CAD. Comment ça arrive, ça? À l'époque, j'étais mariée avec un psychologue. Et en fait, lui a suivi des cours de psychodrame analytique, qu'il appelait. J'ai eu accès à ça avec une psychologue qui s'appelait Carmen Desfrancs, que j'ai adorée. Moi, j'ai eu un problème dans ma jeunesse, à 8 ans. J'ai eu un problème d'intimidation assez grave. Et ça s'est passé dans un terrain de jeu à Longueuil. Et à Longueuil, ce terrain de jeu-là, c'était la ville de Longueuil. Hein? C'était petit, Longueuil. Et pour moi, les enfants qui m'avaient fait cette intimidation avec l'appui d'une monitrice, et ça a été terrible. À 8 ans, je t'avoue que ça m'a chamboulée jusqu'à l'âge de 15 ans, à peu près, cette histoire-là. Quand je suis allée faire des séances de psychodrame, bien évidemment, j'en ai parlé de ça. Le psychodrame, c'est ça. C'est un adulte, un enfant ou un autre adulte qui souffle à l'oreille de l'adulte quoi dire et quoi faire. Il va dire, tu vas être un père, tu vas être mon père, et je vais te souffler à l'oreille quoi dire et quoi faire. Cette histoire-là d'intimidation m'a suivie très, très longtemps. Et même, je pense que j'étais à l'école, puis j'étais encore pris par ça.
le fait d'avoir travaillé avec Carmen Desfrancs en duo avec quelqu'un qui pouvait jouer un personnage de cette histoire-là, un personnage à qui je me confiais, je me suis dit, c'est une technique qui est intéressante, qu'on pourrait faire avec les enfants. Moi, je l'ai fait adulte, mais là, je pourrais le faire l'adulte, ça peut être un comédien, et je peux travailler avec des enfants qui soufflent à l'oreille quoi dire et quoi faire à un personnage. Le personnage, c'est l'enfant qui choisit. Là, c'est dans différentes situations. Ça, c'est une technique que j'ai utilisée par après en sortant d'école, et c'est la technique qui a été à la base de la marmaille et, disons, subventionnée par le Centre d'essai des auteurs dramatiques. Alors, il lui fait dire ce qu'il veut. Il lui fait dire et comment il doit marcher, comment il parle, le décor autour de lui. C'est l'enfant qui décide de tout, de la scéno, de tout. Alors moi, j'étais, membre du conseil d'administration et j'ai expliqué aux gens qui étaient là, il y avait Claude Deslandes, je me rappelle, qui était là? Jean-Luc Bastien était là aussi. Et je leur ai expliqué ce que je voulais faire, mais inspiré des techniques de psychodrame. Je ne le disais pas trop fort, ça, parce que je dis, je ne suis pas une psychologue, je ne voulais pas me prendre pour une psychologue. Ce n'était pas l'objectif, c'était de faire parler les enfants de différents milieux sociaux. Alors là, moi, la première fois que j'ai fait ça, ça a été 4 fins de semaine, en janvier 73. Pendant ces fins de semaine-là, il y avait une sténodactylo qui prenait tout en note. C'était à l'époque. Hein? Ce que j'avais fait, c'est que je choisissais 6 enfants différents chaque fin de semaine. 6 comédiens jumelés à ces enfants-là. Une animatrice en art plastique, et c'était ma sœur Diane. Puis il y avait des auteurs qui regardaient. L'objectif, c'était de faire écrire des auteurs. Parce qu'à l'époque, il y avait très peu de textes pour enfants. Avec des enfants, évidemment, des enfants qui suivaient des cours avec moi, qui étaient donc habitués à faire de l'impro, mais pas nécessairement de cette façon-là. Enfants qui soufflent à l'oreille du comédien quoi dire et quoi faire. Ben, ça marchait très bien. Et moi, j'avais dit aux gens qui étaient avec moi, France, Daniel Meyer, il y avait Gérald Cossette qui était Janine Lefebvre, des étudiants à moi à l'UQAM. Alors, j'avais dit, peut-être que si sort de ça un show, un texte, peut-être qu'on va le monter, puis ça va être le début d'une troupe. Suite à ces ateliers-là, ces 4 fins de semaine d'ateliers, réunissant des enfants entre 6 et 14 ans, ça allait bien, mais moi, je voulais plus. Dans ma gang de théâtre, il y avait une sociologue qui faisait partie du théâtre amateur. Et elle était comédienne, mais elle était sociologue. C'est Jeanne? Jeanne Leroux. Jeanne Leroux. Alors là, moi, j'ai dit à Jeanne, j'aimerais faire la même chose, mais avec des enfants qui n'ont pas suivi l'atelier avec moi. Des enfants qui sont vierges, qui n'ont jamais fait de théâtre, d'expression dramatique, rien. Alors, j'aimerais qu'on le fasse avec des enfants de milieux favorisés, à Longueuil, et des enfants de milieux défavorisés. Puis, en fait, l'idée, c'est que j'avais condensé, pas en une semaine, mais en 3 heures, l'atelier d'écriture avec 4 enfants et 4 comédiens, pas 6. La première fois, c'était 6, mais là, j'étais 4, c'était suffisant. Le tour du chapeau, ça venait directement d'ateliers d'écriture. Ensuite, avec des enfants de milieux défavorisés, on a fait « C'est assez plate ». Ça s'appelait « C'est assez plate ». Et en milieu favorisé, ça s'appelait « Tu ne viendras pas patiner dans ma cour ». Et c'est assez plate, on n'a jamais pu jouer devant le public, c'était bien trop irrévérencieux. On ne pouvait pas jouer devant le public. On l'a joué pour les gens de la QJT.
Ben, écoute, la façon dont les enfants parlaient, évidemment, ils parlaient de la condition de vie de leurs parents. La mère travaillait à l'usine, elle s'était fait chasser par le patron, et c'était vraiment, ça finissait par un rire jaune, hein. Alors, tu sais, dans les premiers ateliers d'écriture, on a eu toutes sortes d'histoires qui sont sorties, puis nous autres, on voulait pas faire de censure. Mais je me rappelle que dans un premier atelier, à Hubert-Perron, pas loin d'ici, à Hubert-Perron, il y a des enfants qui ont fait jouer des comédiens et jouer des homosexuels. Il n'était pas évident à cette époque-là, parler un homosexuel. Là, j'ai eu des découvertes incroyables. J'ai découvert que les enfants de milieux défavorisés, les personnages qu'ils choisissaient, c'était des personnages près de leur milieu. C'est un peu normal. Tandis qu'en milieu favorisé, tu avais comme personnage un monstre dans un thermomètre. Tu avais comme personnage une reine patineuse. Moi, à l'époque, j'avais dit au prof qui était là, j'ai dit, on va faire l'avant-midi, puis après, vous viendrez voir ce qu'ils ont fait, mais sur vidéo, parce que j'avais loué de l'appareillage pour faire la vidéo. Quand j'ai vu le contenu, j'ai dit, ouf! Les profs ont dit, mais c'est effrayant. Si ça avait été contrôlé, tout ça, ça n'aurait pas été comme ça. Alors, Jacques me disait, oui, mais ça ne peut pas être contrôlé si on veut savoir ce que les enfants ont dans la tête et dans le cœur, dans l'âme. Il faut les laisser parler. Et je me rappelle qu'il y a une enseignante qui avait dit aux autres, on ne les connaît pas, nos enfants. Regardez dans la cour de récréation. Écoutez ce que les enfants disent. Vous allez voir que c'est très juste. Ils parlent de leur milieu social. Les enfants étaient capables d'exprimer toutes sortes d'émotions, mais très souvent, ça faisait peur aux adultes. Les émotions de colère, les émotions de différence, les gens qui étaient hors normes, ça faisait peur aux adultes. Le théâtre jeune public représente les désirs, les émotions de tout le monde, pas seulement des enfants. C'est universel. C'est important que les adultes voient du théâtre jeune public avec les enfants. Moi, j'ai fait beaucoup d'ateliers parents-enfants et c'est important dans la conversation qu'ils voient ça et qu'ils puissent en jaser. Je t'amène un petit peu plus loin. En 79, vous avez créé On n'est pas des enfants d'école. Oui, mais on ne l'a pas fait à partir des mêmes de cette technique-là. Le gars qui a fait ça, c'est quelqu'un que je connaissais bien, Gilles Gauthier, qui travaillait à l'Université de Montréal comme professeur et tout ça. On n'est pas des enfants d'école, on l'a présenté à un moment donné uniquement devant des profs. Tu sais? Alors, c'était le fun, les profs en parlaient, parce qu'évidemment, ça parlait beaucoup de la relation prof-élève. Alors, puis les profs disaient, oui, oui, c'est magnifique pour les adultes, mais pas pour les enfants. Ben, il y avait de la censure. Oui, il y avait de la censure. Il fallait y aller avec parcimonie. On était allé jouer ça dans 8 villages du Grand Nord. Il n'avait jamais vu de théâtre. Et quand France arrivait avec son nez de clown, avec sa perruque de crayon de bois, Daniel, lui, avait une perruque faite avec des effaces. Et puis, on avait un personnage qui s'appelait Cassette, qui répétait tout ce que le prof disait. Et lui, il avait des crayons de bois. Il y avait au moins 20 minutes
où on ne parlait pas, c'était seulement du non-verbal, c'était facile à comprendre pour eux, on ne parlait pas la langue. Et ça, ce spectacle-là, on n'est pas des enfants d'école, on l'avait fait avec la participation du Théâtre de l'Œil. Le Théâtre de l'Œil a fait des marionnettes. Ah, ça se passait dans une classe, alors les gens se tournaient, puis il y avait une scène, se tournaient, puis il y en avait une autre. En fait, c'était petit. Moi, j'ai toujours voulu jouer devant des petits groupes. J'étais proche d'eux. Et c'est ça que j'aimais. Moi, je suis allée dans le Grand Nord et à chacun des spectacles, après chacun, je donnais un atelier avec les profs. Mais les profs, c'était des profs blancs. Alors, je disais, mais coudonc, vous n'avez pas des profs de culture ici, des profs inuits? Oui, mais ils sont bien trop gênés pour participer à des ateliers de même. Faites-les venir, je vais m'arranger avec ça. Alors, ils ont fait venir des profs inuits et c'est incroyable. Ça a été une révélation, première révélation. Ces gens-là étaient capables de rentrer dans la peau d'un aigle ou dans la peau d'un skidoo, mais de façon très facile, très ludique. C'était inimaginable. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais travailler sur la mythologie des Inuits du nord du Québec pour pouvoir créer un spectacle à partir de cette mythologie. J'ai sorti beaucoup de textes sur les aurores boréales, sur les coutumes, et on a travaillé avec un ethnologue qui s'est appelé Michel O'Noël. Et là, Michel avait comme mission de mettre ça ensemble. Ce que je voulais, moi, je voulais que le public soit participant. Je voulais qu'ils participent comme s'ils étaient le personnage. Quand j'ai fait Umiac, le public était divisé en 3. Tu avais ceux qui jouaient les enfants, ceux qui jouaient les parents et ceux qui jouaient les grands-parents. Et à un moment donné, on demandait des choses aux enfants, puis on demandait des choses aux parents, puis aux grands-parents. Et à un moment donné, on faisait passer, par exemple, le poisson séché d'un à l'autre. On divisait le groupe en 3 igloos. Et les enfants prenaient dans leurs mains un vrai poisson qui était séché. Donc, il y avait l'odeur du poisson. Ils se le passaient d'un à l'autre. Pour moi, c'est une participation qui est réelle. Tu fais comme les Inuits font, le partage, mais ils touchent vraiment le poisson, ils le sentent et ils passent d'un à l'autre. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ça fait que ça les fait entrer dedans. Ils font pas, ils jouent pas à, ils sont. Avec l'émotion, avec le sens que les Inuits avaient quand ils faisaient le partage. Alors, dans l'histoire, à un moment donné, tout le monde ne pouvait pas se sauver parce qu'il y avait un kayak, je pense. Alors, on posait la question, qui doit prendre les kayaks? Est-ce que ce sont les grands-parents, les parents ou les enfants? Parce que le public était divisé en 3. Hein? J'avais des grands-parents qui avaient un bandeau de fausse fourrure, évidemment, rayé dans un sens. L'autre tiers du public avait un bandeau sur la tête qui était pour les enfants et l'autre pour les parents. Alors, à ce moment-là, il y avait une discussion. Qui doit prendre les kayaks? Alors, on les faisait parler. On dit que chez les Inuits, ils croient beaucoup aux rêves. Les rêves leur disent des choses, leur révèlent des choses. On avait une grande toile parachute sur laquelle étaient peints des animaux nordiques, toutes sortes de choses. Et les enfants étaient couchés par terre. Les parents, ceux qui jouaient les parents, soulevaient la toile parachute.
Et là, évidemment, les enfants voyaient ça c'était évidemment de la lumière noire, là. À l'époque, la lumière noire. Et puis, les grands-parents, eux autres, tournaient autour et essayaient de savoir qu'est-ce que c'est que ça voulait dire, ce rêve-là. Il y avait un côté rituel dans Umiac. Et Umiac, c'était un spectacle très lent. Et puis, on s'était dit, mon Dieu, les enfants vont s'embarquer là-dedans. C'est lent. La musique était lente, les amenait, et tout était lent. Les pas dans la neige, et c'était magnifique. Mais les enfants, ils embarquaient là-dedans. Tu sais, c'est... Pas besoin d'aller vite. Non, non, comme les Inuits le sont. Alors ça a été merveilleux. On a joué à New York, on a joué en Angleterre, on a joué partout. Et en Australie, et c'était très... ça marchait. Ah, je me rappelle à Vancouver, ça marchait tellement fort au MIAC que tu avais des ventes, des gens à la porte qui vendaient leurs billets plus cher, comme toi dans des jeux. Marcel Sabourin a été mon prof à l'École nationale. Et Marcel, pendant mes études à l'École nationale, nous a tellement parlé de l'expression des émotions que moi, j'ai demandé à la Marmaille si on ne pouvait pas travailler avec lui là-dessus, sur l'expression des émotions. C'était ça ma demande. Alors, il est venu, puis il a posé toutes sortes de questions. Et puis, ça a fini. Alors, nous autres, on a été impliqués dans son histoire de cette petite fille-là qui pleurait parce que son petit chien s'était noyé. Et puis, il y a le grand Toa, qui était joué par Daniel, qui disait « Tu n'as pas le droit de pleurer. Si tu veux devenir grande, il ne faut pas que tu pleures. » Alors, tu sais, il y avait tout ce côté-là. Moi, je jouais la Moa. Soa était jouée par France. Elle, quand Moa se regardait dans le miroir, Soa sortait du miroir. Et c'était incroyable. Et Soa essayait d'expliquer à Moa qu'il fallait qu'elle pleure, Moa. Ça lui ferait du bien. Parce qu'il va y avoir des ballons de stress qui vont péter dans ton ventre si tu pleures pas. Alors, elle disait des choses comme ça. C'était quelque chose. On l'a joué dans des gymnases, évidemment, avec l'éclairage du gymnase, mais on l'a joué aussi dans des salles où il y avait de l'éclairage. On l'a joué en Europe. J'ai ouvert la maison théâtre. Oui, j'ai ouvert la maison théâtre avec ça, mais on a joué en Europe, puis on a joué en Angleterre, à un moment donné, dans le théâtre, il y avait l'éclairage. En anglais, on jouait en anglais et en français. L'idée, c'était de jouer dans une salle noire. Mais on n'avait pas toujours des salles noires. On a joué dans des gymnases à des moments donnés. Puis à l'époque, on n'avait pas d'éclairage, pas vraiment beaucoup. On avait quand même un éclairagiste qui était un Belge qu'on avait rencontré lors de notre travail avec On n'est pas des enfants d'école et qui a décidé de venir au Québec, puis on lui a donné le rôle d'éclairagiste. Quand on a joué Pleurer pour rire, on n'avait pas d'éclairage. Alors, mais on n'est pas des enfants d'école non plus, on n'avait pas d'éclairage. Et on a dit, bien, il faut quelque chose, ça n'a pas de bon sens. Parce que nous, on a été formés dans les écoles de théâtre. Dans les écoles de théâtre, il y a de l'éclairage. Tu as des étudiants éclairagistes, tu as des étudiants scénographes. Alors, tu sais, pour que leur métier soit mis sur une scène, ils soient appréciés, leur métier de créateur de décors, d'accessoires, il fallait de l'éclairage. Vous vouliez un lieu? Oui, ça c'est sûr qu'on a voulu un lieu. Oui, on l'a imaginé. Évidemment, on l'a imaginé d'abord ici, qui n'était pas ici, qui était dans une salle du cégep, le Tritorium. Et puis, ben, on s'est dit, c'est pas tout à fait ça, le Tritorium, c'est pas ça qu'on veut tout à fait. Il faudrait quelque chose de plus adaptable à des enfants, à des parents et des enfants. C'était pas très... Mais c'était déjà quelque chose, c'était une salle. C'est avec l'éclairage. C'était déjà quelque chose.
Des fois, on coupait le public si on trouvait que les enfants n'étaient pas bien parce que c'était trop vaste. Mais là, on jouait pour la moitié des chaises qu'il y avait là. Mm-hmm. Même on a monté, je me rappelle qu'on a fait des shows sur scène. Avec le public? Avec le public sur la scène. Je me rappelle qu'on a fait des shows. Tarasol s'est joué là, mais où tout le monde, le public était sur scène et puis le décor était sur scène aussi. Alors, tu sais, on a essayé quand même toutes sortes de choses. Qu'est-ce que ça a changé dans la dynamique de l'époque? Ben, c'est que ça fait que les gens ont vu que pour s'adresser à un certain public, des enfants, par exemple des enfants plus jeunes, ben, on avait plus on était plus près des enfants et c'était mieux pour eux. Alors ça a aidé à créer des spectacles, des salles pour eux. Parce que est-ce que le jeune public était moins bien considéré à l'époque? Bon, oui, c'était considéré comme de la récréation. C'était comme c'était pas sérieux. Vous faites du théâtre pour les enfants. Oh, tu sais, c'est du jeu. C'est sûr qu'on était considéré comme ça. On le sait longtemps. Puis le fait d'avoir une salle, tout à coup d'avoir pignon sur rue. Déjà d'avoir pignon sur rue, de voir que on attirait évidemment des comédiens avec leurs enfants, tu sais, on a eu comme une notoriété à ce moment-là, quand on s'est mis à jouer dans cette salle-là. Tu sais? Ça a aidé à la professionnalisation. Oui, ça a aidé beaucoup. Et toi, à quel moment tu t'es consacré à la médiation? Ça a été plus tard. Il est arrivé un événement. On a joué à un moment donné un spectacle qui s'est appelé Leitmotiv, qui racontait l'histoire d'un couple séparé par la guerre. Hein? Et tu avais une chanteuse d'opéra qui chantait magnifiquement bien. Il y avait des images chez Yves Dubé qui faisait. C'était très, très beau. Mais moi, j'avais participé à une discussion avec eux, puis à un moment donné, ils m'ont dit c'est bien beau, mais nous autres, on ne fera pas venir de monde à Trois-Pistoles, à Rivière-du-Loup. Notre chanteuse d'opéra n'est pas connue. On n'est pas des gens connus. On ne vendra pas de tickets. Non. Alors moi, j'ai dit, je vais penser à quelque chose pour faire en sorte que le public vienne vous voir. Et là, c'est là que j'ai dit à ma gang, cette idée-là, c'était d'offrir au public pendant l'entrée un pré-spectacle sur le même thème que Leitmotiv, mais avec des amateurs qui viendraient de la communauté, des amateurs en jeu, des amateurs en art visuel et en musique. Alors, ce qu'on faisait, évidemment, c'est beaucoup de travail. On a eu des subventions pour ça. Alors, disons, je te dis le Bécomo. 3 semaines avant ou un mois avant, j'appelais la personne responsable de la diffusion et je disais, je veux travailler avec des amateurs, des gens qui font du théâtre amateur à Bécomo. Peux-tu me nommer qui s'en occupe? Je vais les appeler. J'ai besoin d'une chorale ou j'ai besoin, pas seulement d'une chorale, ou d'un ensemble musical. Peux-tu me trouver ça? Je vais les appeler. J'ai besoin d'artistes visuels. Alors moi, ce que je faisais, c'est 3 semaines avant, avec France, ma complice. Avec France, on allait, 3 semaines avant, travailler sur le thème du spectacle qui était la guerre. Alors, j'avais choisi, en me promenant à la bibliothèque et dans
dans les librairies un livre de la journaliste Anna Cataldi, « Lettres écrites à Sarajevo ». Et j'ai dit, ces lettres-là vont être mimées dans le hall d'entrée pendant l'entrée du public. Alors, moi, 3 semaines avant, je travaillais avec des gens. Alors, devant chaque personne, tu pouvais avoir une chandelle. On parlait de guerre, on parlait de mort. Une chandelle avec un lutrin, puis sur le lutrin, il y avait la lettre. Alors, les gens arrivaient devant ce statuaire mobile, ils regardaient, ils lisaient la lettre, et moi, ce que je demandais aux comédiens, c'est pas compliqué ce que vous faites. Vous partez d'une position statue des personnages que vous avez choisis dans la lettre, et vous faites des actions au ralenti pour que le monde vous regarde. Si vous le faites vite, ils ne vous regarderont pas. Il faut que vous soyez lent. Et je demandais à la chorale, pas de mots en français, pour ne pas nous distraire la lecture des lettres. Et je disais, si vous avez à les faire chanter dans une autre langue, ça ne me dérange pas. Ça impliquait des gens de la place, et les journalistes, quand ils venaient nous rencontrer, ils parlaient non seulement du spectacle, mais des gens de Bécomo qui s'investissaient dans ce travail-là. Et les jeunes ou les adultes qui étaient là-dedans, parce qu'il y en avait de tous les âges, eh bien, quand ils le faisaient, bien après ça, ils voyaient les comédiens, ce qu'on a fait dans le spectacle. Alors, ils voyaient la création, qu'est-ce que ça demande. Je me rappelle que dans une ville, je ne sais pas si c'est Sept-Îles, où tu avais des gens qui avaient mis un tape sur leur bouche, disant on n'a pas le droit, tu sais, comme protestation. Et j'avais à un moment donné, je pense que c'était à Bécomo, oui, les gens ont proposé de faire une fresque pendant l'entrée du public avec de la peinture. Ils faisaient une fresque et l'objectif, à la fin, c'était de la détruire. Ça l'impliquait au niveau de la création, parce que le petit morceau qu'ils ont fait dans le hall d'entrée, qu'ils ont répété plusieurs fois, ben c'est eux qui l'ont créé. Nous autres, on les aidait s'il y avait des problèmes, mais c'est eux qui l'ont fait. Alors, vous voyez, nous, on a créé des choses. Vous aussi, vous créez. Mais c'est différent. Et vous êtes capable. Alors, la médiation culturelle, dans la médiation culturelle, il y a une partie où le public doit créer à partir de ce qu'il voit. Et c'est drôle parce que c'était pas nécessairement facile. Je me rappelle des gens qui ont dit, ben, ça ne marchera pas. Mon monde qui travaille avec moi dans le théâtre amateur, ils n'embarqueront pas. Hey! Je te jure qu'ils vont embarquer. Faut que toi t'embarques, par exemple. Toi qui es leur chef, faut que tu sois convaincant. Si tu n'es pas convaincant, tu ne pourras pas les embarquer. Les premières fois qu'on a fait ça, on ne savait pas que ça marcherait. Mais on l'a essayé. Ça faisait déplacer pas mal de monde, par exemple, pour essayer quelque chose. Et puis, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait aux diffuseurs, écoute, les gens qui ont participé là, dans le hall d'entrée, il faudrait qu'ils payent moins cher. Ils participent, tu sais. Puis il y a des fois, c'était gratuit. Pour Histoire de loi, on a fait la même chose. Et j'avais demandé à une sculptrice de me sculpter des basques d'animaux. Parce que dans notre spectacle, Histoire de loi, on met en scène une oie. Et là, ben, il y avait des histoires. La colombe, le pigeon dans les guerres a servi à transporter des messages. Le chien a servi, le cheval, le chameau a servi, l'éléphant. Alors, j'avais tous ces personnages-là.
les participants entraient dans la peau de ces personnages-là. Et moi, je demandais aux gens de jouer des histoires d'enfants victimes de violences dans leur milieu de travail à travers le monde. Les gens qui travaillent dans les usines de tapis, les enfants qui travaillent dans les mines de charbon. Tout ça. Alors, les enfants, là, je leur demandais de s'habiller en blanc, puis les adultes en noir. Je me sens à 82 ans avec des désirs qui sont les mêmes que quand j'étais plus jeune. Les jambes marchent moins vite, et puis... Je veux dire, là, je fais de la médiation culturelle pour la ville de Longueuil, souvent. Je propose des projets, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais si j'ai envie de le faire, je vais le faire. Mais c'est sûr qu'il faut bien les travailler, puis il faut que les gens puissent embarquer. Puis pour que les gens embarquent, il faut que tu te prépares bien. C'est sûr qu'il faut travailler avec des bonnes équipes. Tu n'es pas tout seul à faire ça. Il faut qu'il y ait du monde qui y croit avec toi. Si le monde qui travaille avec toi, il ne croit pas, là, c'est bien une valeur, mais c'est difficile. Puis surtout que la médiation culturelle, ça s'adresse à tout le monde. Alors, je ne choisis pas des enfants ou des adultes meilleurs que d'autres, là. Il faut que les gens aient envie d'embarquer. Et récemment, pour le Carrousel, tu as travaillé sur une médiation. Ce projet-là, c'est un spectacle autour de Joséphine et les grandes personnes. Alors, j'ai lu d'abord le texte. J'ai essayé de trouver dans le texte quelque chose qui pouvait être intéressant à explorer avec des enfants et des adultes. On les a fait dessiner, on les a fait travailler avec J'ai travaillé avec des adultes, des aînés d'un centre à Longueuil. Et j'ai dit aux gens du Carrousel, écoutez, vous pouvez le faire avec des enfants dans une classe, en équipe de 2, de 3, de 4, pas de problème. Et c'était le fun, ils ont fait toutes sortes de choses. Parce que dans l'histoire de Joséphine, il y a un travail avec des roches. Tu sais, la roche, c'est important. Dans le jardin de Joséphine, il y a des pierres, des cailloux. Alors, on leur a fait dessiner sur des pierres, les enfants et les adultes. Alors là, ça a été vraiment très fun. On a fait toutes sortes de choses. Dessiner avec des craies comme s'ils dessinaient sur le trottoir, là, tu sais. Alors, raconter ce qui se passe, parce qu'on parle que dans la maison, il y a la guerre dans la maison. Il y a quelque chose qui... Alors, ils ont dessiné des raisons de la guerre dans la maison. Toutes sortes de choses comme ça. Toutes sortes de... Le but, c'est toujours le même, c'est d'impliquer le spectateur dans soi-même, dans des émotions, mais qui ont un lien avec le texte. Si, mettons, tu avais à t'adresser à la jeune Monique, justement, de l'époque, là, qui était une jeune comédienne au début de sa pratique, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Tu fais ce travail-là pour toi, mais pour les autres surtout. Quand tu travailles avec les enfants en théâtre, il ne faut pas que tu les oublies. Il faut toujours que tu fasses le lien avec tes jeunes spectateurs. Comment ils perçoivent ça? S'ils étaient à la place du protagoniste, du premier rôle ou de l'enfant, comment ils auraient vécu ça? C'est ça qui est important pour moi. Ils vont s'en rappeler, qu'ils ont travaillé sur la tristesse, sur l'inquiétude, Ils vont s'en rappeler. J'ai voulu donner la parole aux enfants qui n'en avaient pas de parole, qui ne pouvaient pas parler, pour différentes raisons. C'est ça que j'ai fait. Des spectacles comme On n'est pas des enfants d'école, comme Pleurer pour rire. C'est toujours la même chose, c'est l'expression des émotions. C'est l'enfant qui n'est pas capable de travailler à l'école parce qu'il
il a peur de se tromper, il a peur d'avoir des mauvaises notes. Dans Pleurer pour rire, c'est tu vis des émotions, mais tu n'es pas capable de les exprimer. Il y a aussi la découverte, quand on a fait Parasol, on est allé regarder dans les bidonvilles John Duras, les enfants. On a fait des ateliers avec eux. Et on essayait de voir comment on pourrait transposer ce qu'on a vu. Alors, puis là, c'est devenu Parasol. Mais Et toi, le chemin, c'est quoi le fil rouge que tu vois quand tu regardes tout ton parcours? c'est des questions. Je suis une poseuse de questions. Je considère que je suis une poseuse de questions, mais je ne donne jamais les réponses Tu les laisses aux autres. aux enfants.